Écoute, moi je suis né donc dans ce petit village qui s'appelle Roquefort, sur Soulzon, dans l'Aveyron. Et c'est vrai que cette première partie de ma vie m'a beaucoup marqué, à pour de multiples raisons. D'abord le cadre familial, dans un village où nous étions pratiquement la seule famille protestante. Et donc dans un milieu ultra catholique à l'époque, qui pouvait nous surprendre, même nous enfants, mais peut-être à travers ce que nous entendions de nos parents, qui étaient très respectueux, toujours évidemment, mais qui en même temps nous surprenaient, qui pour nous, dans notre tradition huguenote. Mais vous avez été quand même tout à fait intégré, accueilli. Oui, parce que je crois que mes parents, imposés par leur qualité humaine, je pense tout simplement, mon père, parce que il avait comme une compétence, je crois on peut le dire, professionnelle, qui lui a été reconnue très vite. D'abord, il était chez Maria Grimal. Oui. Alors, il a passé 5 ans où il a fait ses premières armes, disons, dans un Roquefort, on peut dire, dans les caves, où il a participé à la création de nouvelles caves, etc. Mais c'est vrai que la propriétaire de cette cave, Maria Grimal, était difficile à vivre. C'était très difficile. Donc il avait songé à quitter lorsqu'il a été rattrapé par le directeur à l'époque de la Société des Caves, Monsieur Masclet, et qui avait déjà un directeur dans la personne de Monsieur Fleury, et si bien que tous les deux avaient la même formation, ils étaient passés par Polytechnique, et finalement ça fait un duo tout à fait remarquable quand ils sont arrivés. Et ça, c'était en 1929, quand il est arrivé à la société. Mon père avait commencé à Maria Grimal en 23, et en 29. Et il y est resté jusqu'à la fin. Jusqu'à 1969. Voilà. Ça fait quand même un bon parcours à Douai, sur la mer, à Massereau, effectivement, chez mes grands-parents, où c'était vraiment un lieu pour nous, enfants, un lieu de liberté, de joyeuse liberté. Et ça, c'était ponctué chaque été par d'autres lieux de vacances. Alors, c'était à Mins, d'où la famille est originaire, voilà. La famille Fréchet en tout cas. Et puis, donc, les années à Arcachon, et d'autres années, c'était à Palavas, à l'Espéro. Tous ces lieux ont marqué notre enfance avant la guerre. C'est un petit peu la géographie de ton enfance, et ta première enfance. Et puis après, il y a un lieu qui a été très très important pour toi dans le temps de l'adolescence et au-delà de l'adolescence, c'est le Chambon-sur-Lignon. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, ce sont des circonstances un peu inattendues qui nous ont valu, parce que ce sont deux de mes frères qui ont été assez gravement malades à ce moment-là, et au terme de leur maladie, on a suggéré qu'ils aillent à la montagne. Et donc, c'est imposé assez vite à nous, le Chambon-sur-Lignon, parce que un des frères de ma mère, Paul Causse, avait une pension de famille et se proposait de nous prêter cette maison. Et donc, en 1941, on est arrivé au Chambon, le 1er octobre 1951 au Chambon, c'est-à-dire 2 ou 3 ans après l'ouverture du collège. Donc nous étions en pleine guerre à ce moment-là, et nous y sommes restés jusqu'en 1944. Nous avons compris à ce moment-là ce que pouvait être l'antisémitisme. C'est comme ça c'était un mot qui n'était tout à fait étranger, antisémite, que ça pouvait bien vouloir dire. Mais là, au contact même de ce qui se passait autour de nous, nous avons compris que le Chambon était un lieu privilégié d'accueil. Au sein d'une population majoritairement protestante, dans cette enclave très catholique qu'est la Haute-Loire, il y avait là, sur le plateau, une petite enclave de 300 km², finalement, c'est pas grand, mais qui a quand même marqué l'histoire du protestantisme. C'est absolument. Tu es revenu au Chambon-sur-Lignon une dizaine d'années plus tard, et tu y es revenu comme proposant auprès du pasteur Lelièvre. Tout à fait. Ah oui, ça, c'était une personnalité singulière, je veux dire, et tout à fait, que j'ai beaucoup aimé. André Lelièvre, qui était un très grand hébraïsant, tout à fait, qui avait travaillé avec Alphonse Maillot sur les psaumes. C'était un élève de Dorme, d'Émile Dorme. Alors,
Non, c'était aussi un excellent prédicateur, un très bon pasteur, qui était vraiment à l'écoute de ses ouailles, comme on disait. Et oui, j'ai beaucoup appris à ses côtés, je dois le dire. Par l'exigence aussi des horaires. Un conseil presbytéral commençait à 8 heures et à 10 heures du soir, que le programme soit fait ou non, de l'ordre du jour, ça s'arrêtait net. Parce que ceux qui étaient là, oui, le lendemain, par souci effectivement de ceux qui étaient là et qui avaient des tâches. Et puis, je crois qu'ils pensaient, à partir de 10 heures, on ne fait pas de bon travail. Et ça a été ton premier engagement concret dans le ministère pastoral. Tout à fait. Oui. Et ensuite, tu as été nommé à Épinal. C'était ma première paroisse, c'était Épinal. Voilà. Et après Épinal, Montpellier. Alors, c'était Montpellier, successivement, donc Épinal, Montpellier. Ensuite, ça a été Paris, où j'étais appelé comme responsable des relations œcuméniques, d'abord pour le Conseil permanent luthéro-réformé, puis pour la Fédération protestante. Voilà. Et c'était très content qu'il puisse y avoir, que ça puisse passer aussi au sein de la fédération. C'est là, on avait des relations avec ses pairs, surtout avec l'Église catholique, mais au sein de la fédération, c'était aussi avec les autres églises, et en particulier les églises évangéliques. Parce que tu avais porté le souci de la relation avec les autres églises depuis le tout début de ton ministère. Oui, parce qu'au fond, ce sont des sensibilités qui sont tout à fait respectables. On peut être plus ou moins d'accord avec une autre sensibilité, ça c'est sûr, mais on a tout intérêt, je pense, en tout cas, à dialoguer et à parler. Pourquoi tu dis ça? On a besoin de parler. Et je crois que au sein de la fédération protestante, ce dialogue permanent entre les responsables des églises est quelque chose de très important. Et ensuite, tu avais terminé ici dans la région Cévennes-Languedoc-Roussillon, avec une expérience ecclésiale tout à fait innovante, Apollos. Apollos, autre chose. Mais c'était donc Apollos, c'était une expérience effectivement originale dans ce sens que nous formions une équipe de 3 puis 4 pasteurs en itinérance complète dans un secteur donné, assez vaste des Cévennes, et qui nous permettait de visiter ces paroisses ensemble, mais toujours nous avions une dominante dans ce ministère. Certains qui étaient plus engagés dans la catéchèse, tous participaient à la catéchèse, mais certains qui la pensaient, d'autres plus pour en ce qui me concerne, c'était plutôt les visites pastorales. Tout le monde faisait des visites, mais j'étais plus spécialement chargé des visites pastorales. Et je n'ai jamais fait autant de visites que dans les Cévennes à ce moment-là. Ça, c'est vrai. Parce qu'on trouvait en plus les gens chez eux, ce qui n'était pas le cas toujours en ville. Les gens travaillent à l'extérieur. Et depuis donc ta retraite, vous êtes ici avec Misou, ton épouse, ici à Montpellier à la retraite. On revenait avec grand plaisir à Montpellier, que nous aimons bien, effectivement. On est près de Sommières aussi, donc c'est vrai, il y a beaucoup de raisons où mes parents ont fini leur jour. Et nous y retournons. La famille s'était agrandie avec mes frères et sœurs, donc c'est le lieu de rassemblement. Sommières est le lieu de rassemblement. Donc Montpellier était bien placé pour notre retraite, effectivement. Et tu racontes que tu as fait beaucoup de vélo, même étant à la retraite. Oui, c'était le moment ou jamais de s'y mettre. Ah oui, sur des routes magnifiques. Magnifique, la France est belle. Et tu fais encore du vélo? J'en fais un petit peu, mais alors sur la voie à Sommières, il y a la voie verte. La voie verte qui traverse Massoro et qui va rejoindre là où habite Michel Bertrand, à Langlade. Langlade. Quelquefois, je fais ce trajet, c'est très agréable. C'est vrai que j'avais ma première vocation, alors c'est sûr, c'était l'agriculture. J'étais passionné à Massereau, je n'étais pas fait pour les études. mais quand même, après, je me suis aperçu que quand même c'était important quand même de travailler quand même. Et donc j'étais très heureux de faire mes études effectivement agronomiques, ça c'est vrai, je garde un bon souvenir de mes études.
nous nous retrouvons encore jusqu'à tout récemment, chaque année, avec mes camarades de promotion, 60 ans après. 60 ans. Et puis après, c'était alors le moment où a mûri une autre vocation. Et c'est petit à petit, et qui s'est imposé à moi, un beau jour, d'une manière définitive et irréversible, on peut dire. Et là, j'ai senti effectivement la main invisible